Là, on pouvait s'attendre à ce que Disney sorte enfin la tête de l'eau, il ne fait au contraire que continuer de couler sous l'océan. Oh, excuse me. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et je pense que vous l'avez compris, cette vidéo fait suite à la précédente sur Disney. Et oui, ce n'est pas fini, je pensais que voilà, Disney c'était la mort, mais qu'ils allaient plus ou moins commencer à remonter, à sortir la tête de l'eau. Et non. Et non. Non seulement ils coulent, mais en plus avec ça, ils emportent d'autres blockbusters qui ne leur appartiennent pas avec eux. Vous allez voir, cette vidéo s'annonce très jouissive et croustillante. Donc, installez-vous, accrochez-vous, il y a des choses auxquelles vous n'êtes pas prêts. Pour ne pas me faire emmerder, je tiens à donner mes sources à l'avance. Voilà, la plupart de mes sources proviennent de Variety et The Hollywood Reporter. Voilà, comme ça je suis tranquille, je préfère le dire maintenant parce que vu que cette vidéo va s'éparpiller dans tous les sens, c'est plus simple de faire comme ça. Avant d'aller plus loin, il faut poser un petit peu le contexte. Pour vous faciliter la tâche, je pense qu'il est plus simple de vous expliquer le fonctionnement du box-office car beaucoup ne comprennent pas comment ça marche. Moi le premier, j'ai dû faire des recherches avant ça. Pendant très longtemps, pendant des années, je me suis gouré. Il y a encore quelques semaines, je faisais encore des erreurs. Et là, je me suis renseigné et ça y est, je comprends comment fonctionne le box-office et je comprends ce qu'est un film qui bide, un film qui marche correctement, un film qui fait un vrai succès. Je pense que beaucoup de gens pensent que pour qu'un film marche, il suffit simplement qu'il dépasse son budget d'origine. Eh bien non et renon, mais genre pas du tout. En vérité, un film qui va atteindre son budget d'origine au box-office mondial va perdre de l'argent. On peut prendre par exemple le film Buzz l'éclair qui lui avait atteint le chiffre de 200 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 200 millions de dollars. Eh bien, il a perdu de l'argent et je vais vous expliquer pourquoi. N'oubliez pas d'envoyer ma part de la recette chez moi pour mon papa. Enfin, je n'oserais jamais oublier. Regarde, 50-50. Moins les dépenses courantes, le transport et la publicité. Déjà, ce qui est très important à prendre en compte, c'est que lorsqu'un film communique son budget, il donne rarement son coût marketing. On évalue en moyenne le coût marketing à peu près à 30 millions de dollars supplémentaires en plus du budget. Parfois, ça va de 5 millions à 200 millions de dollars. Et oui, c'est beaucoup. Selon les gros films, je crois qu'Avengers Endgame avait atteint les 200 millions de dollars de communication. Tout ça pour dire qu'on a le budget de production et le budget marketing qui se cumulent au studio. Et chose que j'ignorais, qui pourtant semble évident, c'est qu'un cinéma c'est quoi finalement? C'est une entreprise à part. Un cinéma, ça ne tombe pas tout seul. Il faut payer les employés, il faut payer la rénovation du cinéma, l'entretien des fauteuils, des écrans, voilà, les gens qui font le ménage, tout ça, ça se paye. Voilà, ça a un coût. Ce qui signifie que 50% des revenus d'un ticket va atterrir au cinéma et le reste sera au studio. Et oui, après ça dépend, certains pays ne prennent que 40%, mais globalement, on évalue ça en moyenne à 50%. Je pense que maintenant ça cogite, si un film coûte 200 millions de dollars comme Buzz l'éclair et qu'il ne rapporte que 200 millions au box-office, eh bien il perd 100 millions. Et ça, cet exemple, c'est exactement ce que subit Disney depuis quelques années, et ce en boucle et en boucle. Après attention, n'oublions pas la vente de VOD, DVD, Blu-ray, qui continue de rentabiliser un film après sa vie au cinéma. C'est-à-dire que même si un film flop comme Buzz l'éclair, il va quand même continuer de rentabiliser son budget d'origine avec la vie après la mort, les Blu-ray, DVD, VOD. Donc ça veut dire que quand un film flop au cinéma, il ne fait pas non plus chuter une entreprise, mais quand même pour qu'une entreprise soit ambitieuse et continue de grimper, elle doit avoir du succès au box-office d'un film au cinéma. Et c'est là que nous allons pouvoir utiliser l'exemple de La Petite Sirène de 2023. Je rappelle que La Petite Sirène a eu un budget de 250 millions de dollars avec un coût marketing, accrochez-vous, de 140 millions de dollars supplémentaires. Son seuil de rentabilité ne se situe donc pas à 500 millions de dollars, mais bien à 780 millions de dollars. Mais attention, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, une fois son seuil atteint, il va simplement rembourser ses dettes. Et oui, on évalue un film réellement rentable lorsqu'il rapporte à peu près 2,5 voire 3 fois sa somme d'origine, plus le coût marketing. Pour que La Petite Sirène soit véritablement rentable, il doit rapporter à peu près 1 milliard 170 millions de dollars. Peut-être que je me trompe, peut-être que le coût marketing faisait déjà partie des 250 millions de dollars. Mais dans tous les cas, La Petite Sirène n'a rapporté que 525 millions de dollars au box-office et stagne. On peut dire que ce film est un bide si on compare à Super Mario Bros qui lui n'a coûté que 100 millions de dollars avec 80 millions au marketing pour en rapporter 1,347 milliards au box-office. Ça, c'est un succès, un vrai. Sans oublier le beat cosmique de La Petite Sirène en Chine, bon, même si n'oublions pas que
pas grand chose de Disney ne fonctionne en Chine. Hein. Et c'est pourquoi je vous donne rendez-vous pour son futur flop Blanche-Neige, je dirais même plus Blanche-Sable pour les intimes. J'ai tellement hâte que ce film sorte, j'ai hâte. Je sais que vous adorez le sel. Le sel, ça c'est... Malheureusement pour Disney, la chute continue avec le bid d'Élémentaire, que je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu donc je ne peux pas juger, je ne sais pas si le film est de qualité ou non, apparemment c'est pas si mal, mais c'est au programme, j'irai le voir bientôt. Élémentaire est donc le pire démarrage de l'histoire d'un Pixar, avec seulement 29,5 millions de dollars de récoltés en 3 jours. Vous ne rêvez pas, Élémentaire a fait un moins bon score de lancement que Buzz l'éclair et En Avant, qui eux étaient sortis en pleine pandémie. Un film complètement invisibilisé par le nouveau Spider-Man, Across the Spider-Verse, qui a, écrasé tous les autres films du moment, notamment ceux de Disney. Spider-Verse a rapporté 600 millions de dollars au box-office pour l'instant et ça continue encore de monter, pour un budget de 100 millions de dollars, 125 si on compte le coût marketing si je me trompe pas. Là où on en est, je pense qu'Élémentaire n'atteindra jamais son seuil de rentabilité. Après, je ne pense pas que ce soit un facteur de qualité. Encore une fois, je n'ai pas encore vu le film, donc je ne peux pas juger. Je pense que c'est dû à un problème de communication, notamment à cause de cette propagande du marketing de Disney qui s'est focalisé sur la petite sirène. Un marketing qui a coûté bien trop cher, parce que forcément, allez, sujet polémique, mais cette histoire autour de l'actrice métisse qui incarne Ariel, ça a été là pour le coup de com', et Disney a dépensé beaucoup d'argent pour vendre ça comme quelque chose de bien. Ce qui fait que tous les autres films, en termes d'ambition marketing, sont passés à la trappe. Mais évidemment, ce n'est qu'une analyse. Et la chute continue notamment du côté de Disney+. Disney+ s'enfonce encore et encore et encore. Et cette fois-ci avec le bid de Secret Invasion. L'un des pires démarrages des séries Marvel après Miss Marvel qui lui avait battu des records. 994 000 foyers américains ont regardé le premier épisode lors des 5 premiers jours, ce qui est quand même plus que Miss Marvel qui lui était à 775 000. C'est chaud, mais je rappelle quand même que Loki, lui, était à 2,5 millions de foyers américains. Et ça, c'est un succès. Secret Invasion a également fait moins que She-Hulk, qui était à 1,5 million. Et là, ça me fait un peu peur parce que je me rends compte que She-Hulk, ça a quand même pas mal marché. WandaVision était à 1,6 million. Après, c'était un petit peu le démarrage encore, c'était la première série. C'était un petit peu l'étincelle. Et surtout, n'oublions pas que She-Hulk, tout le monde en a parlé. Tout le monde a parlé de cette série, ça vraiment, ça fait un espèce de bad buzz, et je ne suis pas certain que ça a marché sur le long terme. Puis bon, je pense qu'un espèce de truc vert géant avec des cheveux longs, ça donne plus envie de cliquer que Samuel L. Jackson avec une barbe de clochard. Mais évidemment, c'est juste une théorie. Bon, la vérité, c'est que le premier épisode de Secret Invasion ne donne vraiment pas envie d'aller jusqu'au bout. Alors, ok, on a une explosion à la fin, mais une explosion, ça fait pas une bonne série. Mais bon, pour ça, je vous invite à checker ma critique sur le premier épisode. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, sur Disney+, la chute continue, avec cette fois-ci une espèce de purge. L'heure de la divine purge Disney+ a sonné. Et c'est d'ailleurs la preuve que les grosses sociétés sont soumises à un espèce de score ESG pour plaire à leurs investisseurs. Parce que oui, les investisseurs, ok, ils n'ont pas le contrôle sur ce que fait Disney+, mais ils ont quand même des exigences. C'est eux qui donnent l'argent. Donc Disney+ doit prendre des décisions difficiles pour conserver leurs investisseurs. La directrice financière a donc déclaré faire le ménage sur la plateforme Disney+ pour économiser 5,5 milliards de dollars. On fait le ménage, donc on retire des fictions. Et là vous devez vous demander, mais on retire quoi? On retire des films, vous savez, des films tiers, des films qui sont sortis au cinéma, que Disney+ a ajouté par la suite. Des films Hulu? Non, non. Disney+ va retirer leur propre série, leur propre film. Willow va disparaître de la plateforme. Et quand je parle de Willow, je ne parle pas du film Willow. Le film, il y a encore. Je vous parle de la série produite par Disney+. Ça n'existe plus. Willow fait partie de cette divine purge. La série a donc été dégagée de sa propre plateforme. Elle n'existe plus. Vous pouvez vérifier, vous trouverez le film Willow mais plus la série. Willow est donc une série qui n'est restée que 6 mois sur la plateforme. Au-delà de cette période, ils doivent payer un impôt si la série n'est pas assez visionnée. Ce qui forcément a été le cas de cette série, et c'est pourquoi elle a été effacée de l'histoire. Et c'est le cas de tout un tas d'autres fictions, on pense par exemple à Artemis Fowl, l'effroyable. Bref, c'est triste. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête jamais. En effet, de vendredi à dimanche, Indiana Jones 5 n'a cumulé que 60 millions de dollars de recettes sur le sol américain. Donc c'est généralement là qu'on arrive à prévisualiser le potentiel succès au bid d'un film, et il n'a rapporté que 130 millions de dollars à l'international. Ce qui fait donc moins que Transformers Rise of the Beast, qui lui aussi n'est pas un succès, avec 61 millions de dollars lors des premiers jours, et à peine plus que l'effroyable bid The Flash, 55 millions de dollars lui. Mais surtout, et c'est là le plus important, Indiana Jones 5, c'est 2 fois moins que son prédécesseur, le Royaume du Cristal, qui lui avait rapporté 100 millions de dollars lors des premiers jours. Alors que c'était il y a 15 ans,
et qu'il y a eu l'inflation entre temps. Et je rappelle qu'en plus, le budget du 5e film s'élève à 285 millions de dollars, plus un coût marketing de 100 millions. Son seuil de rentabilité se situe donc à peu près à 790 millions de dollars. Malheureusement, à partir d'ici, ce film a de faibles chances de dépasser le milliard. Il faudra au moins ça, minimum 900 millions de dollars, pour que le film soit rentable véritablement, et espérer d'autres productions de la part de Disney avec ou sans Harrison Ford. On peut donc dire adieu à ce projet prévisible et démoniaque de Disney de faire de Phoebe Waller-Bridge la nouvelle Indiana Jones et produire tout un univers étendu autour d'elle. Parce que oui, enfin c'est bon, on n'est pas con. Enfin, je sais qu'on en a déjà parlé dans la vidéo précédente sur Indiana Jones 5, mais c'était prévisible. Toute la phase 4 du MCU, ça a été ça. Remplacer des personnages masculins par des personnages féminins. Et clairement là, ils étaient en train de préparer le terrain pour la suite d'Indiana Jones en assassinant un personnage que voilà, je ne vais pas dévoiler pour ne pas spoiler, un personnage masculin, suivez mon regard, pour faire apparaître ce personnage féminin. Évidemment que c'était pour faire des suites sur elle, des suites qui n'arriveront peut-être jamais à cause de cet échec de lancement. Et c'est pourquoi j'attends vraiment le coup fatal avec le prochain film Mission Impossible que j'attends de pied ferme, le coup de massue de Monsieur Cruise. Ah putain, mais ça, je veux voir ça, hein. J'ai très hâte de vous préparer ma petite critique sur ce film, un film qui a peut-être enterré Indiana Jones 5 au box-office. Il le doit. Il le doit. Et le plus marrant, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, Disney emporte avec lui d'autres bids, d'autres blockbusters. On pense par exemple à The Flash, qui n'est pas Disney, qui est de DC, Warner. Comme je vous l'ai expliqué, il n'a rapporté que 55 millions de dollars au box-office lors des premiers jours, avec 124 millions de dollars dans le monde entier. Il faut savoir qu'un projet sur Batman la relève avec Michael Keaton pourrait ne jamais voir le jour. Fut un temps, j'avoue que j'aurais tué pour voir ça. Batman la relève avec Michael Keaton. Waouh! J'aurais vraiment tué pour voir ça. Malheureusement, à cause du film The Flash, j'ai eu ma dose. Oui, parce que Batman la relève, j'adorais le dessin animé. Pour moi, c'était une masterclass. C'était sombre, lugubre, stylé. Tout ça pour dire que le film The Flash devait rapporter à peu près autant que le film Batman au box-office pour que ce spin-off, Batman le relève, voit le jour. Ça n'arrivera probablement jamais. N'empêche, les studios pensent un petit peu comme des babouins. Ils peuvent très bien développer un film Batman le relève sans s'appuyer sur un film complètement différent. The Flash, ça n'a rien à voir. Ah, mes aïeux, quelle histoire, c'est dingue. Tout ce qui se passe, c'est dingue. Vraiment, c'est... Pour moi, vous savez quoi ? Je dis que c'est la revanche contre les films de merde. C'est tous les films qui marchent, globalement, ce sont des bons films. Super Mario Bros, Avatar 2, même s'il m'a un peu déçu. Voilà, c'est un bon film. Comment dire, Spider-Verse, c'est un bon film, ça marche. Top Gun 2, John Wick 4, ça marche très bien. Ce sont des bons films. Tandis que les films décevants, à mes yeux, chutent. Indiana Jones 5, The Flash, La Petite Sirène. Avec le supplément fromage du beat de Disney+, on se régale. Mais bon, je pense qu'on l'a compris, Disney a besoin de cracher complètement avant de comprendre que la propagande et la provocation marketing est une très mauvaise stratégie pour fonctionner au box-office. Encore une fois, si tu divises, tu ne fonctionneras pas au box-office. La Petite Sirène est un film qui divise, clairement. Parce qu'avec de recul, quand tu places tout ton argent dans le marketing basé essentiellement sur la couleur de peau d'une actrice, ce qui est quand même un peu grave, en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Tu vas juste attirer les militants antiracistes qui vont se bouger pour aller au cinéma et tirer leurs enfants de leur canapé pour les emmener voir ce film pour faire du militantisme. Malheureusement, ce mouvement s'essouffle de plus en plus puisque, disons-le, et là ça va être méchant, eh bien, ces gens-là ne se reproduisent plus. Faites des gosses. Prenez exemple sur Les Gardiens de la Galaxie 3, qui est un film que j'ai adoré, mais surtout c'est un film qui évoque un message caché qui dénonce ce qui est devenu Disney. Et c'est pourquoi j'ai prévu de vous reparler de ce film quand j'aurai le temps. Alors dans une plus grosse vidéo beaucoup plus travaillée, je vais analyser en profondeur ce film, expliquer pourquoi ce film se moque de Disney, pourquoi James Gunn envoie un pic à Disney, qui est revenu pour eux, pour faire ce film avant de se barrer dans le DCU. Ce film cache un message profond anti-Disney, qui va... comment dire, véhiculer un message qui se rapprochait beaucoup de ce que faisait Disney avant, sans baser son marketing sur de la provocation, en abordant des thématiques très fortes sur l'amitié. Le film a donc rapporté 3 fois son budget de base, et ça c'est beau. Malgré un lancement difficile, ce film a eu du mal à marcher au box-office. Ce qui fait que ce film a marché et a presque réussi à rattraper son prédécesseur, c'est uniquement grâce au bouche à oreille. Les bonnes critiques, parfois ça marche. Ce succès, on le doit donc à James Gunn, et c'est justement pour ça que j'ai envie de laisser une chance à son prochain film, Superman Legacy. Je sais que beaucoup de gens sont vexés quand Cavill ne soit plus la partie, mais à la limite on peut se dire que c'est un autre film, vous savez, un film sur les origines, un film sur la jeunesse, un autre style, et que les films d'Henry Cavill seront toujours canon dans nos cœurs. Mais vraiment, j'ai l'impression que James Gunn prend ce projet très au sérieux. Vous avez vu un peu, c'est lui qui va écrire, qui va réaliser ce film, il est resté plusieurs semaines à travailler sur son casting, sur les personnages principaux.
Vraiment, ça a l'air d'être du lourd, du très lourd. Et visiblement, Chewbacca n'est pas passé sur son casting, car l'heure n'est plus au risque, alors qu'ils auraient pu, carrément. Mais non, enfin, James Gunn veut vraiment que les personnages ressemblent à la BD, et ça, c'est stylé. Donc voilà, que dire Disney? Quand je parle de Disney, je ne parle pas de Monsieur Walter Disney, qui aujourd'hui fait des toupies dans sa tombe. Je parle de Disney, l'entreprise. Que dire d'autre que, si ce n'est que la pandémie est terminée, et qu'il faut se réveiller, il faut se secouer, il faut accepter que le temps est passé, votre temps est passé, et qu'on ne vous suivra plus si vous continuez dans la provocation. Et c'est donc sur ces magnifiques mots qu'on se laisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao, et à la prochaine.